Il y aurait eu 700 000 personnes ou il y aurait eu 1 300 000 personnes, ça ne change pas les choses pour nous. La question des retraites, ça suscite toujours des inquiétudes. Ce qu'on souhaite dans la vie, c'est d'avoir une retraite, et une retraite, si possible, digne et en bonne santé. Dire que cette réforme, elle pénaliserait les personnes modestes, c'était exactement le contraire. On ne va pas travailler jusqu'à 65 ans, on va finir grabataire et on va finir que les pots de départ, ce sera des pots mortuaires, ce sera plus des apéros qu'on va faire. Il suffirait de taxer quelques dizaines de milliardaires, on financerait, ce qui est factuellement totalement faux. Il doit se faire cette réforme. Pourquoi ? Elle doit se faire parce que sinon, dans les 10 prochaines années, on va cumuler 100 milliards d'euros de dettes sur le seul régime des retraites. Le gouvernement qui veut nous terroriser, nous imposer des sacrifices très importants pour 15 milliards de déficit annuel futur, et le même gouvernement qui a voté à l'automne dernier un déficit de l'État de 160 milliards, c'est-à-dire 10 fois plus. Le meilleur moyen de financer les retraites, c'est qu'il y ait plein de gens qui bossent et que ces gens soient bien payés. Voilà, donc j'ai écrit un hors-série pour l'hebdomadaire Charlie Hebdo qui s'intitule « Retraite, le casse du siècle ». Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron veut nous faire bosser à mort ? Donc vous trouvez ça en kiosque. Et l'idée, c'est de vous expliquer de façon très très simple, avec le minimum de chiffres, avec un vocabulaire limpide, pas du tout technique d'économiste, que la vraie solution à long terme du financement des retraites, c'est l'emploi. Et j'explique plus fondamentalement que notre système de protection sociale, il est vraiment efficace et qui nous fait même gagner de l'argent. Alors, la réforme des retraites telle qu'elle est proposée actuellement par le gouvernement, il y a 2 mesures essentielles. La première, c'est le report de ce qu'on appelle l'âge légal, quelque chose de très étonnant en réalité, qui est que on sait qu'on commence dans la société à travailler à des âges très différents, et malgré ça, tout le monde doit atteindre ce fameux âge minimum pour en fait avoir le droit d'arrêter de travailler et de toucher enfin sa retraite. Et donc cet âge légal, qui est actuellement de 62 ans, sera progressivement passé dans les années à venir à 64 ans. Et puis, donc, la deuxième mesure, c'est l'allongement de la durée de cotisation qui devait déjà passer à 43 ans pour tout le monde, mais on va y passer plus vite que prévu. Alors, la justification de la réforme qui est avancée par le gouvernement, elle n'est pas absurde du tout, on la connaît tous, c'est la question démographique. Il y a cette idée qu'il n'y aurait pas assez de gens d'actifs pour cotiser pour les retraités, les inactifs. Donc ça, en fait, c'est ce qui se passe sur le plan, disons, humain, démographique. Et ensuite, on traduit ça en argent, en milliards d'euros, en disant, déjà, il faut savoir que le système actuellement est équilibré, il est même en excédent, en légère excédence en 2022 de 2 milliards d'euros. Et on fait des projections pour l'avenir en disant qu'il y aurait un déficit futur. Et donc, si on prend, et je pense qu'il faut le faire, le scénario le plus défavorable du Conseil d'orientation des retraites, parce qu'il faut être prudent, on sait que l'avenir va être compliqué dans plein de domaines, on aurait un déficit annuel qui serait, disons, de l'ordre de 15 milliards par an dans les 10, 20, 30 prochaines années. Je veux juste donner ce chiffre. La majorité parlementaire a voté à l'automne dernier pour cette année 2023 un déficit du budget de l'État de 160 milliards. 160 milliards d'euros qui sont évidemment financés par nos impôts et qui vont alimenter la dette puisque l'État est en déficit cette année à cause des très nombreuses baisses d'impôts qui ont été décidées par le gouvernement sur les hauts revenus et sur les entreprises. Et donc, je répète juste ce chiffre. Le gouvernement qui veut nous terroriser, nous imposer des sacrifices très importants pour 15 milliards de déficit annuel futur, est le même gouvernement qui a voté à l'automne dernier un déficit de l'État de 160 milliards, c'est-à-dire 10 fois plus. Alors, il y a plusieurs aspects qui rendent cette réforme incompréhensible pour les Français. Je pense que le premier, c'est d'abord de dire on a un effondrement, par exemple, de notre école, de notre hôpital, et les gens attendent des solutions du gouvernement de ce point de vue-là. Et je crois qu'on ne comprend pas pourquoi le gouvernement s'excite sur les retraites, alors que ça n'est absolument pas l'urgence du pays. On l'a dit, la réforme repose sur 2 principes. Tout le monde part plus tard et tout le monde travaille plus longtemps. Sauf que lorsqu'on regarde les carrières, on regarde autour de nous, eh bien quelqu'un, une jeune ou un jeune qui fait des études, qui a commencé à travailler à 22 ans, donc qui doit les 43 années de cotisation, 22 plus 43, ça fait 65 ans. Et donc, cette personne-là n'est absolument pas touchée par la réforme. Si, pour les personnes diplômées, ça ne change rien, si la réforme a pour but de faire des grosses économies, d'où viennent ces économies ? Eh bien, elles viennent uniquement des personnes qui font les études les plus courtes, qui rentrent le plus tôt sur le marché du travail, qui ont les emplois les plus difficiles, les moins bien payés, les plus utiles à la société, c'est ceux qu'on avait découverts, entre guillemets, pendant le Covid,
Et donc, l'injustice de cette réforme, elle est quasiment totale. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'en termes de classe sociale, très concrètement, cette réforme va faire que les ouvriers, les artisans, les vendeuses, les manutentionnaires vont devoir travailler plus longtemps, beaucoup plus longtemps, 1 an, 2 ans. Et on a eu droit à cette déclaration extraordinaire d'Elisabeth Borne disant les travailleurs qui commencent à travailler le plus tôt sont ceux à qui on demande le moins de travailler plus longtemps. Les 20% de Français les plus modestes sont ceux auxquels on demande le moins de travailler plus longtemps. Parmi les nombreuses raisons très profondes d'opposition à la réforme de la retraite, c'est que, évidemment, la retraite, c'est la fin de la vie et que derrière, il y a la mort. Et que donc, il y a quand même cette idée que, évidemment, en repoussant l'âge de départ, on vous vole les plus belles années de votre retraite. C'est-à-dire qu'effectivement, entre 95 et 98 ans, en moyenne, vous en bénéficiez moins, parce que déjà, souvent, vous êtes mort, qu'entre 65 et 68 ans. Donc, il y a cette idée évidente que les années, elles ne se valent pas. Et que ce qu'on vous enlève, là, au début, c'est atroce. En fait, la plus grande réussite factuelle de la sécurité sociale depuis sa création en 1945, c'est le fait que la vieillesse, qui avant était synonyme de pauvreté pour la plupart des gens, qui évidemment était courte, c'est un moment en fait où vous sortiez de la vie sociale parce que vous n'aviez plus les moyens. Vous n'avez plus les moyens de sortir, de bien vous habiller, d'aller faire vos courses, et encore moins de participer à la consommation, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, ou aujourd'hui de prendre votre voiture pour vous déplacer. Ce système de retraite français, là où il est vraiment extraordinaire, c'est qu'il est extrêmement simple. On prend l'argent tous les mois des gens qui travaillent, il est versé automatiquement et quasiment sans aucun coût sur le compte des gens qui sont à la retraite. Et donc, il faut bien insister sur le fait que cet argent n'est absolument pas celui de l'État. Alors ça, malheureusement, on ne nous l'apprend pas à l'école, mais la sécurité sociale, elle est à 100% financée par les travailleurs. Donc je sais très bien que c'est les entreprises qui font les chèques à l'URSSAF, mais ce n'est pas leur argent. C'est l'argent des salariés. Ce qu'on appelle à tort les charges sociales, qui sont en réalité des cotisations sociales. Vous voyez, les charges, il y a l'idée que ça pèse sur l'entreprise, et la cotisation, on cotise à quelque chose, comme quand vous cotisez une cagnotte pour un anniversaire. Cette cotisation, elles sont à 100% payées par les salariés, les gens qui travaillent, elles sont versées aux retraités, et donc en fait, là, pour moi, il y a un vrai problème d'illégitimité dans ce que fait Emmanuel Macron, c'est que effectivement, il y a un problème futur de financement des retraites dans l'état actuel des choses, je suis d'accord, mais c'est à nous, démocratiquement, de dire combien de temps on travaille, combien on cotise, et on en parle entre jeunes et vieux dans un débat démocratique. Pour moi, être libre, justement, c'est les services publics. L'éducation gratuite, c'est la liberté. C'est-à-dire que je peux m'éduquer, et si je suis parent, je ne suis pas inquiet. C'est-à-dire que je sais que mon enfant pourra s'éduquer. C'est une liberté extraordinaire. La santé gratuite, évidemment, c'est une liberté fantastique. C'est-à-dire que je sais que je ne vais pas mourir si je tombe malade. C'est même plus que de la liberté, c'est vital. Et les gens qui se revendiquent de cet étendard de la liberté, donc les libéraux, les néolibéraux, sont ceux qui font réduire en permanence les services publics. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes, ils veulent privatiser au nom de la liberté. Donc je me dis, comment est-ce qu'on peut défendre ça au nom de la liberté? Et en fait, qui c'est qui est libre dans la société? Évidemment, c'est les riches. Quand vous êtes riche, évidemment, vous savez que vous pourrez payer des études à votre enfant, vous savez que vous pourrez vous soigner, vous savez que vous pouvez voyager, donc vous êtes libre, vous pouvez vous déplacer concrètement. Et par contre, quand vous êtes pauvre, vous avez cette angoisse du lendemain, cette peur de tomber malade, cette peur d'avoir un accident du travail, de devenir invalide et de devoir tomber mendiant dans la rue, etc. Évidemment, vous n'êtes pas libre. Et donc la sécurité sociale, ces termes sur lesquels on ne s'arrête pas assez, c'est de dire, collectivement, on vous donne cette sécurité qui est le fondement de votre liberté individuelle. La première chose à faire, c'est de supprimer l'âge légal. C'est-à-dire, déjà 43 ans, ça me paraît trop, mais à supposer qu'il faille garder les 43 ans de cotisation, ce qui, à mon avis, n'est pas une bonne idée, et qu'on pourrait, par exemple, passer à 40 ans de cotisation en cotisant un peu plus tous les mois, il y a plein d'économistes qui l'ont expliqué, l'âge légal, la première chose, c'est qu'il doit sauter. Comme ça, quelqu'un qui a commencé à travailler à 16 ans, effectivement, va partir beaucoup plus tôt que quelqu'un qui a commencé à travailler à 25 ans. Et on sait que même ça, et ça je vais insister sur ce point, ça reste très injuste, parce que la personne qui a commencé à travailler à 16 ans, même si elle ne cotise que 43 ans, elle va mourir avant. Et donc, le temps qu'elle va passer à la retraite, même en partant plus jeune, va être plus faible que celui et en moins bonne santé que la personne qui a commencé à travailler à 25 ans. Donc là, il y a une mesure d'égalité fantastique, fondamentale, qui devrait n'avoir que la durée de cotisation. Et d'autre part, évidemment, il faut faire tout ce qu'on peut pour que la plupart des gens puissent bosser dans des bonnes conditions, avoir des bons salaires, avoir des postes de travail ergonomiques. Et ça, c'est un nom tout bête qui s'appelle le dialogue social. Le gouvernement, en fait, ne s'intéresse pas réellement à la question des retraites, et notamment, ce qui est extraordinaire, ne s'intéresse pas à la question de l'emploi, et encore moins à la question du travail. Et donc, ce que j'explique dans mon texte, c'est qu'il y a plein d'obstacles qui sont bien connus
qui empêchent tout un tas de gens de travailler. Le coût très élevé des logements, par exemple. Le coût du permis de conduire, qui empêche des jeunes personnes de passer le permis de conduire. La difficulté pour les mères célibataires, qui sont parmi les gens qui travaillent de loin, les personnes les plus pauvres, de faire garder gratuitement leurs enfants en bas âge. Et puis, d'une façon plus générale, tout le suivi de la carrière professionnelle, la santé au travail, la gestion des carrières qui permettrait à des gens de travailler plus longtemps. Et donc, ce qui est dingue, c'est que le gouvernement ne fait rien, en fait, pour accroître l'emploi, alors qu'effectivement, comme je l'explique et comme on le sait tous, le meilleur moyen de financer les retraites, c'est qu'il y ait plein de gens qui bossent et que ces gens soient bien payés. Si ne serait-ce que arriver enfin à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, ce qui est une obligation légale, évidemment, mais qui n'est respectée par la grande majorité des entreprises ne respectent pas cette obligation. Si on fait ça, le déficit des retraites futures, il est comblé du jour au lendemain. Donc, rien que cette réforme-là basique qui devrait être faite, vous voyez. Donc, voilà. Et en plus, évidemment, le grand projet qui manque et que tout le monde a compris, c'est cette satanée transition écologique. C'est-à-dire qu'on ait enfin un grand projet collectif qui donne du sens à tous et qu'on mette en place les filières industrielles. Bon, on sait très bien tout ce qu'il faut faire, transport en commun, rendre l'agriculture écologique, isoler les bâtiments, tout un tas de choses, y compris technologiques, qui au moins, même si ça va pas changer grand-chose, on le sait très bien, au futur de la planète, au moins on aura le sentiment de faire des choses utiles pour nous, qui ont du sens, pour nous et nos enfants. Donc déjà, le moral des Français sera meilleur, on aura des boulots qui ont du sens, et il y a un moment, mais je ne sais pas si ça arrivera un jour, il faudra qu'on comprenne qu'on est dans un pays où il y a à la fois, ce qui est vraiment très basique ce que je vais dire, il y a un État et des entreprises, et ça serait bien qu'un jour ils travaillent ensemble, concrètement, au futur des pays, comme on a le su faire après 1945. Et justement, dans le projet initial des créateurs de la sécurité sociale, c'est de dire, eh ben, on va vous redonner le contrôle de votre vie, parce que déjà, vous n'aurez plus la peur du lendemain. Le problème des retraites, il est tout petit. Vraiment, il est tout petit. Alors, comme c'est des milliards, on a l'impression que c'est gros, hein, mais les retraites qui sont versées tous les ans par les travailleurs aux retraités, c'est 350 milliards, et on nous dit qu'il y aura un déficit de 15 milliards. Vous voyez que 15 milliards par rapport à 350 milliards, s'il y a n'importe quel budget, n'importe quelle organisation qui est 350 milliards, il peut passer à 365. Donc, il y a une solution simple qui a très très bien marché dans le passé, c'est d'augmenter les cotisations. Et le gouvernement a refusé, et refusera toujours, ça c'est certain, d'ouvrir la discussion là-dessus. Donc, voilà. Deuxième solution, effectivement, qu'il y ait plus de gens qui bossent. Troisième solution, augmenter les salaires. Aujourd'hui, en France, le nombre total d'heures travaillées, pas le nombre d'heures par personne, le nombre total d'heures travaillées en France est le même que celui dans les années 70, dans un pays beaucoup plus riche et beaucoup plus nombreux en population. C'est absolument dingue. Et c'est une réussite fabuleuse. Donc, ces gains de productivité font qu'on a besoin de beaucoup moins d'heures de travail, contrairement à ce que dit le gouvernement. Et effectivement, quand on regarde le moment du passage aux 35 heures, qui est censé avoir été la catastrophe absolue des dernières décennies selon la majorité, on a un bond de l'emploi qui, en fait, augmente de 2 millions d'emplois en 3 ans. C'est le seul moment, encore une fois, depuis 1950, où l'emploi augmente beaucoup. Et pour bien finir, il n'y a pas d'augmentation du coût du travail en France parce qu'il y a des aides publiques. Et pour vraiment finir là-dessus, ces aides publiques sont vraiment faibles. C'est-à-dire que, oui, il y a eu des aides publiques pour créer 35 heures, mais c'est quelques milliers d'euros par emploi. Donc cette politique a été, en tout cas sur ce plan-là, elle est critiquable sur d'autres, mais en termes de l'emploi, ça a été un résultat fantastique. On voit bien qu'on produit beaucoup trop, qu'on produit mal, et que par contre, des choses essentielles qui ne sont pas produites, comme encore une fois, le logement, la santé ou l'éducation. L'avenir, en fait, il est évident. Mais j'ai vraiment peur qu'on n'y aille jamais, c'est de dire, on travaille moins, éventuellement on gagne moins, mais en fait, comme on dépense beaucoup moins, on vit mieux, et juste, on a une vie qui est plus agréable, moins speed, avec des meilleures relations humaines avec les autres, et notamment, toutes les enquêtes montrent qu'en particulier les gens qui passent à la semaine de 4 jours, sont juste beaucoup plus heureux. Et les entreprises qui sont passées à 4 jours par semaine ont des très bons résultats économiques, sont même parfois plus flexibles parce que quand vous passez de 5 jours à 4, en fait, vous embauchez. Et moi, je conclurai là-dessus en disant, on a un gouvernement qui n'arrête pas de revendiquer la liberté et l'individu. Et en fait, et alors, c'est vraiment ça le néolibéralisme, c'est qu'au contraire, et ça a été le cas de Thatcher au Royaume-Uni, de Reagan aux États-Unis, c'est que c'est des gens qui passent leur temps à contraindre les citoyens ordinaires et par contre, à enlever effectivement toutes les barrières aux plus riches, aux grandes entreprises qui étaient déjà les plus libres. Les services publics, la sécurité sociale, c'est les fondements de notre liberté et de la possibilité que j'ai concrètement au quotidien de mener la vie que je veux.